Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la disponibilité de mon tout premier roman. J'ai bien sûr déjà écrit 4 livres, plus d'autres en chantier, mais c'est la première fois que je publie un roman qui s'appelle Giuseppe. Alors ce roman, à la consonance italienne, nous renvoie à l'Italie de la première moitié du XXe siècle. C'est l'histoire de... On ne peut pas vraiment dire que ce soit mon grand-père, puisqu'il n'est pas mon grand-père biologique, mais puisque mon grand-père paternel est mort avant ma naissance, et que Giuseppe vivait avec ma grand-mère, on n'a jamais vraiment su s'il vivait maritalement ou si c'était ou s'il vivait par amitié, mais enfin, il a été pour moi un grand-père putatif, petit. Je jouais souvent dans cette maison, j'y allais pour mes vacances, et donc il a été comme un grand-père pour moi. Et j'ai écrit son histoire basée sur des recherches historiques, sur ce qu'il a fait, sur sa vie, mais aussi bien sûr sur les souvenirs qu'il m'a transmis, les histoires qu'il m'a racontées quand j'étais petit, et bien entendu, comme ce livre est un roman, j'ai bien sûr rempli les trous, rempli les, euh, les éléments de sa vie, en tout cas de la première partie de sa vie, qui m'étaient inconnus et qui n'ont pas été racontés. Et cela, je les ai remplis, bien sûr, par une petite enquête auprès des membres des différentes familles que nous connaissons, de la sienne, la mienne, etc., et des histoires familiales qui, entrecoupées, m'ont donné des trames assez justes, et puis, bien sûr, des archives historiques sur l'Italie des années 20, des années 30, de la guerre. Et puis, bien entendu, j'ai ajouté un petit peu par licence poétique quelques éléments de, mon, de mon cru. Alors, ce livre, ce roman, Giuseppe, nous renvoie donc à cette Italie de la Première Guerre mondiale d'abord, dans sa première partie, et de l'après-guerre, où ce jeune homme, cet enfant d'abord, et ce jeune homme vit dans une famille, voit la naissance, voit le jour dans une famille très pauvre de ces agriculteurs sans terre qui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ont quitté les campagnes pour aller rejoindre les industries. Alors, sa famille a rejoint une industrie du ciment, des mines de ciment qui étaient dans la région de Casale Monferrato, dans le Piémont, et ciment qui, à l'époque, était, avec évidemment l'industrialisation et dans l'essor des villes, était en forte demande. Et c'est l'une des rares mines de tuf, donc de cette pierre, qui servait à faire le ciment à l'époque, une de ces rares mines en Italie. Et donc cette industrie florissante, bien que toute petite, et dans une région plutôt à la campagne, a permis l'essor de petites villes et de petits villages, et donc a attiré des familles qui, en général, travaillaient tous à la mine. Et je raconte dans la première partie du livre cette vie simple, cette vie humble, cette vie de prolétaires, de gens qui vivaient autour, par et avec cette mine de ciment, et qui, bien sûr, parce que les salaires, bien que respectables pour l'époque et par rapport au reste de l'Italie, eh bien, ne suffisaient pas pour vivre une grande vie. Eh bien, on voyait à quel point ils étaient économes, à quel point ils vivaient tous dans les mêmes maisons, à quel point ils amélioraient l'ordinaire par les potagers, par le développement de leur autonomie, et à quel point la vie de village, en fait, résonnait autour, bien sûr, de l'activité de la mine. Bien sûr, pour certains, bien que l'Italie avait déjà sa part d'anticléricaux et de même de communistes, et de fascistes dans les années 20, eh bien, cette vie tournait autour du village. Et donc, je raconte un petit peu cet aspect-là, comment jouaient les enfants, comment les adolescents grandissaient. Et puis, le travail à la mine très dur, qui laissait en fait les fins de semaine pour ces jeunes hommes pour aller à la ville. Je raconte notamment comment ils allaient danser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le petit trésor, mon grand-père m'a pas laissé, enfin, Giuseppe m'a pas laissé grand-chose, mais il m'a laissé, c'est un très bon danseur, et dans sa petite boîte,
il y a une petite médaille de concours de danse qu'il a gagné. Et donc je raconte, il y a toute une série de chapitres qui racontent un petit peu ce qui se passait autour des bals de village et des petites villes le vendredi et le samedi, comment Giuseppe et son frère devaient se partager parfois un vélo et parfois les chaussures, pour les chaussures du dimanche pour pouvoir aller danser. Et donc je vous en dirai pas plus, mais il y a toute plein de situations assez cocasses liées à cela. Non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le vicine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramau, maramau, fanno i mici in coro. Maramau, maramau, mau 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 mau. Maramau perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Plus tard vient le temps du service militaire. Giuseppe a fait son service militaire en Libye, ou plutôt la première partie du service militaire a été faite bien sûr en caserne, avec l'entraînement très basique et très inutile en réalité, comme c'était le cas dans l'armée italienne, l'armée royale italienne de l'époque. Et puis il a été évidemment ensuite dans la deuxième partie de son service à la nation, en Libye, et je raconte quelques anecdotes de sa présence donc, sur terre africaine. Et donc il y a là aussi quelques anecdotes croustillantes que je vous laisserai découvrir dans ce livre. Le stesse terpide dimostrazioni di simpatia, alle quali dà particolare colore l'elemento indigeno dominante, si ripetono a Zliten, l'oasi doviziosa di palme, dopo la quale un tempo era il regno incontrastato delle dune e delle immense distese di sabbia della Tripolitania.
Et puis, désastre humain et désastre national, en réalité, arrive la guerre. La guerre voulue par Benito Mussolini, le dictateur, et que les gens aimaient, que les gens appréciaient en Italie dans les années 20 et années 30, surtout dans les années 30, quelqu'un qui avait modifié l'Italie de manière considérable et franchement pour le mieux, eh bien, malgré l'aspect dictatorial, mais qui restait quand même très humain par rapport à d'autres dictateurs de gauche comme lui, parce que Mussolini était en fait un socialiste, et le fascisme est une forme de socialisme. Et je montre d'ailleurs quelques anecdotes dans la montée au pouvoir du fascisme dans les années 20, et je donne quelques anecdotes que me racontait mon grand-père sur les petites choses rigolotes et amusantes de la vie en Italie fasciste des années 30. Benito Mussolini, figlio di Alessandro di mestiere fabbro ferraio e di Rosa Maltoni, maestra elementare, vive un'infanzia modesta. Studia nel Collegio Salesiano di Faenza e poi nel Collegio Carducci di Forlimpopoli, nei pressi di Forlì, conseguendo nel 1901 il diploma di maestro elementare. Iscrittosi al Partito Socialista Italiano sin dal 1900, mostra da subito un acceso interesse per la politica attiva, stimolato anche dall'esempio del padre, il quale l'aveva chiamato Benito proprio in onore del rivoluzionario messicano Benito Juárez. L'uomo è anche esponente di un certo rilievo del socialismo violentemente anticlericale della Romagna. Protagonista del congresso di Reggio Emilia, assunta la direzione dell'Avanti alla fine del 1912, Mussolini diventa l'ascoltato portavoce di tutte le insoddisfazioni e le frustrazioni di una società caduta in una crisi economica e ideale, trascinando masse sempre più vaste verso esplosioni insurrezionali senza chiare prospettive. La guerre arrive en juin 1940. Mussolini croit que la guerre va être rapide. Il déclare la guerre aux côtés de l'Allemagne contre la France le 10 juin 1940 et par la même occasion à l'Angleterre. Ascoltate! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Et puis la guerre ne se termine pas. Il n'y a pas d'armistice, ou du moins il n'y a qu'un armistice avec la France, mais l'Angleterre, le Royaume-Uni, continue à se battre. L'Italie va donc devoir se battre en Libye, et par volonté d'impressionner son allié allemand, Mussolini déclare la guerre à la Grèce. Et là, c'est un désastre militaire. Un de plus, un parmi tant d'autres que l'Italie aura dans cette guerre funeste et inutile pour l'Italie, où elle perdra bien sûr ses colonies, mais aussi un grand nombre de jeunes hommes et bien sûr de civils par les bombardements plus tard. Et Giuseppe est lui envoyé en Albanie, et envoyé dans sa division, dans son unité, dans lequel son régiment fait partie. Ils sont envoyés pour la deuxième phase de l'offensive contre la Grèce, puisque la première a été un désastre, et que la Grèce a même repoussé les troupes italiennes à l'intérieur de leur base de départ, qui était l'Albanie, qui était sous contrôle italien à l'époque. Et la deuxième offensive, forte d'un grand nombre d'unités militaires, évidemment, va pouvoir avancer. Et puis, avec l'arrivée des forces allemandes en Grèce, eh bien, la Grèce capitule. Et mon grand-père, qui aura vu un petit peu de combat, il m'avait raconté un petit peu comment ça s'était passé. Il m'a d'ailleurs laissé sa médaille au mérite de guerre. C'est une médaille, je pense qu'ils l'ont donnée à beaucoup de soldats en Italie. Je pense pas je crois pas qu'il ait fait des actes particulièrement glorieux au point de vue militaire, et d'ailleurs il n'en parlait vraiment pas, et d'ailleurs beaucoup de gens restent humbles là-dessus, donc j'ai dû un petit peu
essayer de comprendre ce qu'il a fait, dans quels endroits il est resté en Grèce. Il me racontait que son séjour en Grèce a été plaisant, c'est-à-dire que c'était un beau pays et qu'il n'avait aucune haine ni même animosité envers les Grecs, alors que les Grecs étaient bien sûr considérés les Italiens comme des envahisseurs peut-être plus sympathiques que l'occupant allemand, mais néanmoins un envahisseur. Donc Giuseppe ne s'est jamais fait d'illusions sur le fait qu'il était un occupant. Il faisait partie de forces d'occupation en Grèce et qu'il n'avait pas envie d'être là et qu'il aurait bien préféré rentrer à la maison et aller danser parce qu'il aimait beaucoup danser. Et donc, je raconte peut-être dans une deuxième partie de ce livre, de ce roman, la vie de l'occupant italien en Grèce, les petites histoires, les petites rencontres, les petites anecdotes liées à l'excellente nourriture grecque, mais aussi les rencontres avec les villageois grecs qui font une résistance passive d'abord, et puis plus tard une résistance armée et active contre l'occupant italo-allemand. Et puis les mois passent et d'ailleurs il a ça aussi dans ces trucs, il a fait partie, c'était la 11e armée italienne qui occupait la Grèce. Episodi della dura e diuturna lotta sul fronte greco. I nostri genieri provvedono alla costruzione di un ponte. Sulle impervie giogaie dove si snodano le strade che conducono alla linea di fuoco. Colonne di truppe e di veicoli affluiscono verso le zone di schieramento. Ecco il fronte dove si battono i nostri soldati. In prima linea si vigila e si combatte. Gli artiglieri si arrampicano con i pezzi sulle aspre giogaie. Si prepara un'azione locale. I mortai cominciano a picchiare sulle posizioni nemiche. I piccoli calibri bersagliano di colpi le postazioni di mitragliatrici. L'artiglieria divisionale interviene con i suoi tiri. L'attacco si sferra. Le artiglierie allungano i tiri. Noncuranti del fuoco nemico, i nostri fanchi avanzano con il tradizionale ardimento.
Arrive le septembre 1943. Alors, j'explique dans le détail, surtout dans les annexes du livre, un petit peu les faits historiques, mais l'Italie, après des défaites sur tous les fronts, en Russie, en Afrique, en Libye, en Albanie et en Grèce, bien que le pays ait été conquis et occupé, voit ses ennemis, donc les Anglo-Américains, débarquer en Sicile et puis débarquer dans le sud de l'Italie, en Calabre. À ce moment-là, le gouvernement italien, le roi, décide de signer un armistice avec les Américains et les Anglais, destitue Mussolini et négocie tant bien que mal en fait un changement de camp. Ce n'est pas seulement un armistice, ce n'est pas seulement l'arrêt de la guerre, mais c'est de passer du côté des Américains et des Anglais contre leurs anciens alliés, les Allemands. Et les Allemands considéraient cela comme une trahison. Alors bien sûr, les soldats n'en savaient rien, et ils n'ont appris que quelque chose avait fondamentalement changé, que le soir du 8 septembre 1943, et les Allemands, bien renseignés, qui se préparaient à ce changement de camp, eh bien, avaient préparé une partie de leurs armées, qui pour une partie était déjà en Italie, puisqu'ils se battaient à côté des Italiens contre les débarquements anglo-américains, et qui étaient également présents en Grèce. Eh bien, les Allemands, en un jour, ont capturé plus de 1 million de soldats italiens à l'improviste, soldats italiens parfaitement impréparés et auxquels on n'avait rien expliqué. On avait dit, aujourd'hui l'Italie a signé un armistice, on cesse de combattre, mais ils n'ont rien reçu d'instructions supplémentaires. L'Italie n'a pas été en guerre avec l'Allemagne. Et donc, les forces allemandes ont désarmé les soldats italiens, dont Giuseppe, les ont internés et les ont envoyés en prison, en camp, en Allemagne. In questa situazione, l'alleato più debole, l'Italia, deve constatare la propria sconfitta e trarne le conseguenze, mentre il paese è affamato e ormai consapevole degli insuccessi militari. Ma prima è necessario eliminare la presenza di Mussolini, il capo del fascismo, che non potrebbe certo accettare una resa. Il 25 luglio 1943, 2 settimane dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, Mussolini è rimosso e arrestato. Il nuovo capo del governo, Badoglio, esita. Alla fine l'armistizio è firmato e reso noto la sera dell'8 settembre 1943. Mentre il re e il governo lasciano Roma per rifugiarsi nel sud liberato dagli alleati, l'esercito resta senza ordini, in balia della prevedibile reazione delle forze tedesche. La Germania, che aveva predisposto l'occupazione dell'Italia e lo smantellamento del suo esercito, la notte dell'8 settembre inizia la cattura di 1.700.000 militari italiani. Di questi, 769.000 sono deportati, mentre l'Italia è percorsa da giovani uomini che cercano di liberarsi dell'uniforme e di raggiungere la propria casa. Comincia così la loro tragica vicenda. Questi nostri soldati saranno sottoposti ad un ricatto quotidiano: o aderire alla nuova Repubblica fascista costituita da Mussolini a Salò e quindi riprendere la guerra a fianco dei nazisti, o rifiutare e quindi essere considerati dai tedeschi nemici e traditori, ed esposti così alle torture fisiche e morali più abiette. Testimone Hans Kupke dichiara: nell'ottobre-novembre del 43 vennero mandati al lavoro presso la Krupp di Essen i primi militari italiani. Erano in spaventoso stato di salute, alcuni con edemi da fame, così che avevamo molte difficoltà per renderli abili al lavoro. Un certo numero di uomini, comunque, morì. Abbandonate le baracche dei campi di internamento, scrive nel numero del 24 ottobre 43 La Voce della Patria, un giornaletto che si stampa a Berlino a cura dell'ambasciata della Repubblica di Salò e che viene affisso nei lager. La Voce della Patria reca la notizia della costituzione dell'esercito fascista repubblicano e l'invito agli internati italiani di arruolarsi. Dice il bando:
Aderisco all'idea repubblicana dell'Italia repubblicana fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a combattere con le armi nel costituendo nuovo esercito italiano del Duce, senza riserve, anche sotto il comando tedesco. Le adesioni non supereranno l'1%. Quella prima scelta istintiva e immediata dei giorni della cattura si è trasformata via via in una precisa presa di coscienza che rende possibili e giustifica sacrifici e rinunce. Molti, avviati coattivamente al lavoro, insistono nel loro rifiuto e per punizione vengono trasferiti nei lager amministrati dalle SS, eufemisticamente denominati campi di rieducazione al lavoro o campi di disciplina. 5.000 soldats... Allemagne. Mais n'étant pas des prisonniers de guerre, puisque techniquement l'Italie n'était pas en guerre avec l'Allemagne, le statut légal était celui d'interner. Donc, comme l'armée de Bourbaki en Suisse en 1870, les armées italiennes ont été internées par l'Allemagne. Et donc, étant internés non pas prisonniers de guerre, la Convention de Genève ne s'appliquait pas. Et ce qui a permis à l'Allemagne de traiter les prisonniers italiens bien pire que les prisonniers anglais, bien sûr, américains, ou français, ou belges. Mais en plus, la Croix-Rouge n'a pas pu, puisque c'est la Croix-Rouge nationale de chaque pays, de chaque belligérant, qui envoie de l'aide humanitaire, de l'aide médicale et de la nourriture en général aux prisonniers. Par exemple, la Croix-Rouge américaine a envoyé des millions de paquets. Les Américains, je décris dans le livre ce qu'ils recevaient tous les mois, et c'était des véritables festins, et avec des médicaments, des pansements, de quoi ajouter à ce que effectivement les Allemands mettaient à disposition des prisonniers. La Croix-Rouge française, tant bien que mal, puisque la France existait encore, puisqu'il y avait encore le gouvernement de Vichy, qui a beaucoup fait pour les prisonniers français en Allemagne, il faut le reconnaître, eh bien, l'Italie, puisque c'était un pays coupé en deux, en guerre civile, je l'explique vers la fin du livre, je donne quelques exemples de ce qui s'est passé dans le nord de l'Italie, dans la région évidemment où vivait Giuseppe, où vivait sa famille, eh bien, je me souviens très bien qu'on allait voir les endroits où il y a eu des combats entre des résistants italiens pro-anglais, pro-américains et pro-république, ou voire communistes, contre des miliciens du gouvernement italien du Nord, qui étaient restés fidèles à Mussolini, qui entre-temps avait été libéré par les commandos allemands. Et cette guerre civile italienne a été extrêmement sauvage, extrêmement brutale. Vous allez voir dans quel contexte je l'explique dans le roman. Et ces prisonniers italiens, donc ces internés italiens en Allemagne, plus de 1 million, ont été, je crois 700 000 sont restés, ont été envoyés en Allemagne, d'autres ont été internés en Italie. Mais les 700 000 qui ont été en Allemagne ont été traités extrêmement mal et étaient tout en bas de la hiérarchie, parce qu'en plus ils étaient considérés comme des traîtres. Ils ont été traités extrêmement mal, d'autant que certains avaient résisté en Grèce dans les fameux combats de Cefalo, et où une division entière italienne a été massacrée. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 15 000 morts qui ont été tués par les Allemands, parce qu'ils avaient osé résister au lieu de donner les armes. Et ces 700 000 prisonniers, il y a toute une explication, toute une histoire autour de... En fait, le gouvernement donc, de Mussolini, du nord de l'Italie, de la République de Salo, la République sociale italienne, justement qui était dans la ville de Salo, sur le lac de Garde, eh bien, avait essayé sont allés voir, ils ont envoyé des émissaires pour voir ces prisonniers, ces internés italiens, ces 700 000 Italiens qui étaient en Allemagne, qui étaient très maltraités, qui avaient très peu à manger, qui n'avaient pas de soins médicaux, qui ne recevaient pas les paquets de la Croix-Rouge, qui ne pouvaient même pas recevoir du courrier de leur famille, qui ne pouvaient même pas en envoyer. Je raconte tout ça avec des anecdotes. Mon grand-père a d'ailleurs récupéré, j'ai ici une médaille qui n'est pas la sienne, mais qui est la médaille une sorte de petit médaillon qui vient d'un de ses... en fait, qui lui a été envoyé par la famille d'un de ses amis de prison dans des camps en Allemagne, et qui est mort, et qui a reçu à titre posthume une petite médaille de la même ville. Ils étaient de la même ville, et donc il a gardé ce petit médaillon. Bref, il y a eu une mortalité assez élevée d'ailleurs chez les internés italiens, et on leur a proposé assez rapidement, je crois que c'était en fin octobre ou début novembre 1943, on leur a dit, plutôt que de rester croupir dans les camps
ou vous êtes mal nourri ou vous n'êtes pas soigné, rejoignez la nouvelle armée qui est en train d'être créée, l'armée donc, qui continue à combattre pour Mussolini dans le nord de l'Italie. Et très très peu de prisonniers ont accepté, alors qu'ils avaient tout à gagner. Ils avaient la possibilité de rentrer à la maison, ils avaient la possibilité d'être ravitaillés, d'être habillés correctement, de pouvoir, bon, certes, peut-être se battre encore, mais j'explique pourquoi ils ont refusé. C'est un des éléments clés du livre, donc je ne vous en dirai pas plus. Et puis, dans cette troisième partie du livre, je raconte comment Giuseppe et ses compagnons de mauvaise fortune se retrouvent à devoir survivre dans les camps en Allemagne, dans les circonstances et dans les conditions que j'ai décrites et que je décris dans le livre en détail, c'est-à-dire des conditions extrêmement mauvaises. Ils étaient tout en bas de la hiérarchie, peut-être pas raciale, mais certainement de la manière dont les Allemands considéraient les prisonniers. Et en gros, ils étaient tout en bas, juste au-dessus des Russes, qui étaient aussi traités très 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 mal. Alors il ne s'agit pas de camps comme Auschwitz ou Treblinka, il s'agit de camps de prisonniers, mais c'était à peine mieux. Évidemment, ils n'étaient pas exterminés, mais c'était la même chose. Il y avait des maladies, surtout vers la fin. J'explique comment la situation se dégrade au fur et à mesure du temps. Et puis, quatrième partie du livre, le temps avançant, l'industrie allemande ayant besoin d'hommes, ayant besoin de travailleurs, eh bien, contrairement à, par exemple, le travail qui a été proposé aux ouvriers français, par exemple, aux Belges, eh bien, les Italiens ont été également amenés à pouvoir travailler dans les usines, et même parfois devoir travailler dans les champs et dans les usines de la région où étaient les camps. Alors le camp où était Giuseppe, c'était un camp près de Zwickau, en Allemagne, qui est près de la grande ville de Chemnitz. Et Giuseppe a travaillé, il me racontait, quand j'étais petit, il me racontait qu'il travaillait à fabriquer des moteurs de camions dans ce qui était Auto Union, c'était une société de fabrication, c'était une société qui faisait des voitures et des camions, qui est ensuite devenue Audi. Donc je peux dire qu'on a des gens dans la famille qui ont travaillé chez Audi, mais je ne sais pas s'ils me donneront des prix sur les voitures. Enfin, donc il raconte comment il a travaillé, parce que les conditions et la nourriture étaient quand même meilleures dans les usines. Le bémol, c'est que autant dans les camps, on était moins bien, mais dans les camps, les bombardements américains et anglais, ils ne ciblaient pas les camps de prisonniers. Alors que les usines qui servaient à l'effort de guerre allemand, évidemment, étaient ciblées par les bombardements alliés. Et donc il raconte dans ce livre, et je raconte dans ce livre, comment on survit à des bombardements alliés quand on cible votre usine. Et puis dans la partie suivante du livre, eh bien, je raconte la libération de ces camps de prisonniers. Et Giuseppe a été, surtout dans le contexte de derniers mois de guerre, où ce camp étant tout près de Dresde, il y a le bombardement de Dresde qui a fait une quantité de morts absolument abominable, une ville où se trouvaient énormément de réfugiés, où il y a eu des tempêtes de feu créées par les bombes incendiaires américaines et anglaises qui ont fait des dégâts inimaginables. La ville a été bombardée pratiquement pendant 2 jours sans arrêt. Une véritable volonté d'exterminer une ville entière qui était en plus un nœud ferroviaire clé pour éviter que les troupes soviétiques qui n'étaient pas loin probablement puissent l'utiliser ou simplement puissent avancer plus tôt. On ne sait pas très bien exactement, mais en tout cas, cette ville, la petite Venise du Nord, la Florence du Nord, pardon, je confonds, qui était une ville magnifique, a été pulvérisée, brûlée, carbonisée. Et le camp de Giuseppe était tout près. C'était à quelques kilomètres. Je me souviens qu'il me racontait qu'il avait vu, je crois que c'était le 14 et le 15 février 1945, le bombardement était tellement violent, il y avait tellement d'incendies dans la ville qu'ils avaient l'impression, alors je pense que c'est une impression, je ne pense pas que c'est physiquement vrai, parce qu'ils étaient à 50 km de la ville, mais quand ils sont sortis la nuit pour voir le bombardement et voir les flammes, et ils me disaient qu'ils ressentaient la chaleur à 50 km de distance. Alors je pense que c'est une vue de l'esprit, je ne pense pas que c'est vrai, mais enfin
ça montre quand même que ça les a impressionnés à cette époque, et puis de voir ces vagues de bombardements, parce qu'ils n'ont pas bombardé le même jour, ils ont bombardé bien sûr Dresde, mais aussi la ville de Chemnitz et les usines où ils travaillaient. Et les destructions ont été terribles, comme la destruction de toute l'Allemagne. Et ces pauvres Italiens qui n'avaient pas de nouvelles de leur maison s'imaginaient bien que leur ville, leur maison en Italie pouvait peut-être être aussi détruite. Et vous imaginez l'angoisse de ne pas savoir ce qui arrivait à votre famille quand vous étiez dans des camps. Et bref, donc je raconte sa libération par les troupes soviétiques. Je ne vous raconte pas les détails parce qu'il y a des scènes assez cocasses qui m'avaient été racontées. Je vous raconterai peut-être une autre fois. Et donc, 5e partie du livre, c'est la libération par les soviétiques, qui sont là pour faire la guerre. Staline a donné l'ordre de bien traiter les prisonniers italiens, alors qu'ils ont été en guerre contre l'Union soviétique, quelques années auparavant. Mais Staline a donné l'ordre parce qu'il est très malin. Alors ça, évidemment, Giuseppe ne peut pas le savoir, et donc je décris l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va passer de la prison allemande à la prison soviétique? Au goulag, comme beaucoup d'Allemands qui ont fini au goulag jusque dans les années 50. Ça s'est bien passé dans le chaos de la fin de la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, l'immense majorité des morts qu'il y a eu dans les camps, y compris dans les camps les plus durs, eh bien, ont eu lieu cet hiver, fin 1944, début 1945, où l'industrie allemande sous les bombardements était complètement désorganisée, où il n'y avait plus de nourriture, et certainement elle n'était pas distribuée, encore moins dans les camps, et encore moins donc aux prisonniers. Et donc dans ce chaos, dans ces conditions d'hygiène qui se sont détériorées, dans le froid, il y a eu la majorité des morts, de froid, de malnutrition, de maladies, essentiellement typhus. Et malgré les efforts allemands pour garder les prisonniers propres, ça a complètement dégénéré à cette période. Et c'est là où il y a eu des millions de morts à travers les prisonniers de toutes sortes qu'il y avait en Allemagne à ce moment-là. Et donc je décris les conditions abominablement déclinantes. Et on voit beaucoup de personnages du livre, je ne vous dirai pas lesquels, en fait, qui meurent, les uns après les autres. Et la libération, elle se fait dans ce chaos. Les Russes ont autre chose à faire que s'occuper des prisonniers, mais enfin, ils les traitent correctement. Et justement, à Dresde, je ne vous dirai pas comment et pourquoi, mais Giuseppe décide qu'il va rentrer chez lui. Et là, je décris dans la 6e partie de ce livre, dans ce roman, comment il a fait pour rentrer chez lui. Et je ne voudrais qu'une chose, c'est que c'est très original la manière dont il a... C'est à la fois très original et très banal, mais peu de prisonniers sont rentrés comme lui. Et donc je décris la manière dont il est rentré, puisqu'il est rentré. Je ne veux pas spoiler enfin, je spoil la fin, parce qu'évidemment, je vous ai dit dès le départ que je l'ai connu, donc forcément il a survécu. Mais je décris justement dans cette dernière partie du livre toutes ses pérégrinations et son voyage à travers de nombreux pays pour arriver en Italie, en fait bien avant que la plupart des prisonniers soient libérés. La plupart ont été libérés donc, par les Russes en fin 1945, parce que les Russes devaient d'abord gagner la guerre, d'abord prendre Berlin, d'abord battre et consommer la défaite de l'Allemagne, mais et ensuite réorganiser un petit peu tout ça, y compris leurs propres troupes. Et vous imaginez que les efforts logistiques pour tout ça, et alors se sont ajoutés des millions de prisonniers, dont Giuseppe et beaucoup d'Italiens. Il marchait d'un bon pas, gaillard, décidé. Agli inizi marciano di buon passo, gagliardi, decisi, ma le strade tedesche sono lunghe. Poi si fermano più spesso del previsto. Marciano con passo sempre più pesante, sempre più lento. Marchait d'un pas de plus en plus lourd, de plus en plus lent. Au total, 2 400 000 Russes. Verso l'est si dirigono in totale 2.400.000 russi, 1.500.000 polacchi, 330.000 cecoslovacchi, 1.750.000 abitanti dei paesi baltici, 600.000 cittadini dell'Europa centrale. Dans l'autre sens, 2 100 000 Français,
Dall'est camminano 2.100.000 francesi, 170.000 belgi, 400.000 olandesi, 420.000 italiani. Tutti ritornano a casa per iniziare il duro lavoro di ricostruzione del loro paese. I primi ritorni dei prigionieri italiani dai lager tedeschi iniziano nell'estate 1945. Et donc je décris dans ce chaos comment il a pu rentrer. Et il lui arrive quelques mésaventures et aventures à travers le retour. Il va rencontrer des personnages de cette époque qui sont pas extraordinaires. C'est une petite, cette histoire dans la grande histoire avec un grand H, elle reste une petite histoire avec un petit H. C'est l'histoire d'un plus un jeune homme, mais d'un homme dans la trentaine qui j'ai été inspiré par le livre de Virgil Gurgiou, La 25e heure, en écrivant ce livre, puisque c'est un peu le même thème. C'est le thème de millions qu'ont vécu des millions de gens pendant ces grandes guerres et ces grands événements historiques. C'est que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous n'êtes pas au courant des tenants et des aboutissants, vous n'avez pas votre mot à dire. Et un jour, vous êtes avec une armée alliée d'un pays contre d'autres pays. Ensuite, vous êtes considéré comme un ennemi, comme un traître. Mais vous êtes resté la même personne, vous êtes un pauvre petit gars, un mineur qui a envie juste de rentrer chez lui et de vivre sa vie. Ben non. Un jour vous êtes dans un camp, un jour vous êtes trimballé à droite et à gauche, vous êtes forcé de travailler pour vivre, il faut travailler pour pouvoir manger. Et puis un jour vous êtes libéré par une autre nation. Et un jour vous voulez rentrer chez vous. Et à chaque fois, vous n'êtes qu'un tout petit grain de sable dans l'immense machine autour de vous avec des millions d'hommes et de femmes qui se battent et qui souffrent, des machines, des technologies nouvelles, des bombardiers, des bombes de 10 tonnes qui tombent sur votre usine, enfin des trucs que vous ne pouvez pas maîtriser parce que vous êtes juste un petit gars un peu voilà, qui a à peine fait l'école, qui est envoyé dans ce maelstrom de chair, et de feu et d'acier qui dure des années. Et tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Et pour ça, il faut survivre. Il faut survivre un jour après l'autre. Il faut survivre avec son caractère. Vous allez voir le caractère de Giuseppe. Vous allez découvrir le caractère. Et vous allez voir à quel moment quelqu'un qui est plutôt bonne patte, en fait, à quel moment il est poussé à bout et comment il réagit lorsqu'il est poussé à bout. Donc je vous en dis pas plus. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. J'espère que la lecture vous plaira. Je crois que je l'ai écrit de manière à ce qu'il se lise rapidement, à ce que la lecture soit fluide, à ce que les chapitres aillent vite les uns après les autres et qu'ils vous fassent à la fois rire et réfléchir. Et qu'ils vous projettent et qu'ils vous plongent dans une partie de l'histoire que beaucoup de gens en dehors de l'Italie, que peu de gens connaissent, en fait, en dehors de l'Italie. Et même en Italie, de nos jours, je me demande combien de gens connaissent encore ces histoires. Ce livre sortira en anglais, il sortira aussi en Italie cette année. Et j'espère que ce sera une toute petite pierre dans l'édifice de la mémoire historique. Mais plutôt pour moi, l'histoire est plus intéressante que la mémoire, parce que la mémoire, on lui fait faire beaucoup de choses, alors que l'histoire, eh bien, elle reste. Donc c'est une petite anecdote, une petite anecdote historique qui, j'espère, vous plaira. À très bientôt et préparez-vous aussi.